les jolies choses de Gilles Paquet-Brenner. C'est un film d'une grande inventivité sur le plan formel. Hein. C'est très rare en France de voir des films aussi sophistiqués sur le plan visuel, non? Ouais, mais en même temps, il y a une lame de fond là qui est en train d'arriver. Bon, enfin, il y a ceux qu'on connaît, Yann Kounen, Mathieu Kassovitz, Christophe Gans. Ouais. Moi, je pense que je fais un peu partie de la deuxième génération de ce que j'appelle les réalisateurs cinéphages et cinéphiles, c'est-à-dire qui ont été élevés au cinéma américain et aussi au cinéma français qu'on a découvert par la suite. Oui, il y a des influences de sauter aussi dans les scènes de bistrot. Très varié, en fait. Donc il y a une évidence, c'est que nous, on a grandi avec Stallone, Schwarzenegger, etc. Et puis, par ce biais-là, on est arrivé à un cinéma un peu plus pointu. Et voilà, mais j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait tout ça, quoi. Vous aviez fait un moyen-métrage qui s'appelait Le Marquis, hein, qui avait déjà eu pas mal de succès, qui avait été très remarqué. Et dans ce film, la chance que vous avez, c'est que tous les acteurs sont en participation parce qu'ils croyaient au projet. Oui, enfin, le Marquis, c'est un peu une histoire de fou. C'est un truc que je me suis levé un matin, j'ai dit dans 15 jours, on va faire un film. Et entre-temps, il y a Patrick Bruel, Snowy Bugsy, qui se sont retrouvés dedans, Mewen Lebesco, Vanessa Demouy, et puis des amis à moi, Tony Amoni, Mathieu Touboul. Mais là, je suis en train de le remonter. Et pour le ressortir après, je pense directement en vidéo. Et ce qui est bien, c'est que ça m'a permis qu'on se rend compte tous, qu'on commence à travailler ensemble et de pouvoir poursuivre après sur les jolies choses. Alors, à une semaine du tournage, vous n'aviez toujours pas d'actrice pour interpréter votre ange noir. Pourquoi vous avez choisi Ophélie, finalement? Je l'ai un peu forcé, hein, en même temps. En fait, moi j'ai un copain qui m'appelle, j'étais à Saint-Tropez ou je sais plus où, et qui me dit il y a un rôle super pour toi, il faut que tu appelles le metteur en scène. Donc j'appelle Gilles, il me demande de remonter à Paris, je remonte d'Arda, et je le supplie de me prendre pour faire ce rôle parce que c'est un rôle très trash et que j'avais envie de faire un truc comme ça, pour changer enfin. Et j'ai un peu violé, c'est ce que j'aime bien dire ça. Non mais c'est vrai, il disait tout le temps, je voudrais une sorte d'Ophélie Winter. Alors un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit pourquoi tu prends pas Ophélie Winter, tout simplement. Et voilà, ça fait la blague, il a la vraie Ophélie dans son film. Alors, il y a une chanson du film qui est vachement bien. Où sont passés les jours? Chanson d'Axel Renoir, très belle chanson qui va être un tube en plus. Non, c'est bien. Alors Ophélie, c'est la forme, non? Oui, merci. Vous avez déclaré le plus difficile dans ce métier, c'est de durer. J'étais tellement jeune au départ, et puis il a fallu que je réalise ce qui m'arrivait. Ensuite, tout s'emballe et ça peut être violent. Ouais. Et c'est vrai que pour vous, tout s'est mis en marche en même temps. La musique, la télévision, ça a été très rapide et très violent, non? C'est parti en flamme, c'est un peu à cause de vous en même temps, je préfère le dire. Parce que les gens ne le savent pas, mais j'avais fait une émission, tu m'as mis dans le jury, on se vous voit. Vous m'aviez mis dans le jury d'une émission que vous produisiez. Et donc quelqu'un de M6 m'a remarqué ce jour-là et m'a proposé d'autres émissions. Et après tout est parti comme ça. Et c'est vrai que là j'ai fait un break les 2 dernières années et que c'est pendant ces 2 dernières années que j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. On va voir l'émission. Magnéto. On parlait de titre, peut-être qu'on trouvera un des tiens classé dans ce classement dans une dizaine d'années, Mademoiselle Ophélie. Tu nous prépares un album, dis-moi, on a des simples pour l'instant, des 45 tours, il y a un album en préparation. Il sort en août. Il sortira en août, fin août. Est-ce que, évidemment, comme c'est prévu, on aura quelques titres de Prince dessus? Oui, il n'y en aura pas 42, il y en aura 2, voire 3. Bon, d'accord. Et pour la rentrée, j'ai appris qu'a priori, tu devais peut-être chanter un peu au Zénith en première partie. De certains artistes. Pour l'instant, on va voir, et la Cigale aussi. Ophélie Winter, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, qui était présidente de ce jury. C'était la première apparition d'Ophélie Winter à la télévision. Elle avait été choisie pour être dans le jury, effectivement, de la Coupe du Monde de la séduction. C'était ça, la Coupe du Monde de la séduction. La Coupe du Monde de la séduction. Et puis voilà, et c'est Laurence Petit sur M6 qui vous a remarqué et qui a décidé de vous faire de la télé. Alors tout a démarré en même temps, il y avait l'album, il y avait la télé, ça a été très rapide. Ça a été fou et... J'étais un peu dépassée par les événements pendant 1 mois ou 2, j'ai dû prendre un peu le melon et après je suis retombée sur mes pieds. C'était le tourbillon quand même, c'était très speed. Vous étiez surmédiatisé à un moment, on peut le dire. Moi c'était un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, il y avait des bouquins qui s'appelaient Martine à la plage, Martine fait du ski. J'avais un peu l'impression d'être Martine dans la presse, n'importe quoi, Ophélie au Monoprix, Ophélie fait du ski, n'importe quoi. Ouais. Bien, Ophélie. Au revoir. On va parler de votre vie. Alors vous êtes né en 1974, vous êtes la fille du chanteur hollandais David Alexander Winter et de Cathy Winter, mannequin à l'époque et qui est aujourd'hui votre agent. Correct. Vos parents se séparent quand vous avez 2 ans.
Et vous allez vivre donc en France, vous arrivez en France, vous allez vivre à Neuilly. Et votre père s'en va habiter aux USA. Ouais. Et vous dites en parlant de lui qu'il était lobotomisé du cœur. Bah, oui, parce qu'en fait, j'ai compris super tard, en fait, quand mon grand-père, juste avant que mon grand-père s'en aille, enfin meure, sur son lit d'hôpital, il m'a raconté un truc, parce qu'on est juifs donc, et dans la famille, quand les nazis sont arrivés en Hollande, mes grands-parents ont placé mon père dans une famille catholique. Et plus les nazis se rapprochaient, plus les familles passaient mon père de famille en famille, comme ça. Donc il a dû faire 5 ou 6 familles, et du coup il a recréé ça quand il a été adulte, il a fait des gosses partout, je découvre des frères, des sœurs en Hollande, en Belgique, c'est n'importe quoi. Il a été très généreux de sa graine, mon papa. Et c'est votre mère qui vous a élevé, Cathy, donc problème d'argent quand vous étiez enfant. Vous dites oui, souvent, pas d'argent du tout. Je me souviens, le truc le pire dont je me souviens, c'est quand on était à l'école, on avait un appartement et on le louait pendant qu'on était à l'école, on allait habiter chez des copains pour que ma mère ait un peu d'argent pour nous filer à manger. Donc c'était assez trash. C'était souvent les pâtes et les patates. Hein. Ouais, quand on mangeait de la viande, c'était wouhou, la fête. Mais bon, ma mère a assuré, elle a bien assuré. Quoi. Et malgré tout, vous avez quand même le sens du spectacle chevillé au corps, parce que vous faites votre premier disque à l'âge de 6 ans. Oui, mais là, j'étais pas consciente. Hein. C'est ma mère qui... Je voulais chanter, donc elle m'a un peu déguisée et fait faire ce truc-là, et j'étais super en colère après elle, mais on a récidivé à l'âge de 12 ans, et là, j'ai dit, ça suffit, tous mes copains à l'école se foutaient de moi et tout, donc je lui ai dit, là c'est bon, j'ai dit à tous mes potes, vous verrez quand je serai grande, ça m'a mis la rage, j'ai dit, quand je serai grande, je ferai un disque et ça marchera. Et à l'école, vous étiez assez dur quand vous étiez petite, hein. Oui, comment vous savez ça? Non, mais c'est pas, pour 10 balles, vous arrangiez les affaires de vos camarades d'école. Oui, en fait, j'étais grande c'est quoi, un peu maternelle, en primaire. J'étais assez grande par rapport aux autres, donc je cassais la gueule pour 10 francs aux toilettes, je faisais des spectacles. Je réglais les comptes de mes copines. Et après, ça s'est retourné contre moi parce qu'au lycée, j'étais une naine pendant 3 ans, je faisais 1m40. Et là, c'était plutôt moi qu'on tabassait. Là, vous devenez la plus petite de la classe. Ouais. Et c'est un petit peu une métaphore de votre vie, parce que finalement, tout le monde va vers vous, et puis après, vous vous retrouvez un peu, là, c'est ce qui vient de se passer pendant 2-3 ans, vous vous retrouvez un peu la naine de la classe, non? Voilà, mais c'est bien, ça fait du bien de se prendre des petites claques dans la tronche, comme ça, on devient... Ouais, bien, je te montre. Et vous prenez votre revanche à l'époque où les grandes gigues ne sont plus à la mode, et c'est la fin des plates, et vous avec votre... Hein? Exact. Ça m'a sauvé la vie, ça. J'ai commencé à être mannequin à cette époque-là. Quand je suis partie de chez ma mère, je sais pas, j'avais 17 ans. Et je lui ai dit, je vais être mannequin. Elle a un petit peu rigolé parce que je faisais, je sais pas, 1m68. Et j'avais des seins triples d'aujourd'hui. C'est vrai, 100 de tour de poitrine, c'est vrai? Oui, ça m'arrivait d'un coup en plus. Jusqu'à 17 ans, j'étais comme la table. Mais c'est vrai, c'est super couillon. Mais non. Un frelon sur la plage. Ah, voilà, toi, je vais t'attraper. Tiens, j'ai dit ça de toi pendant des années, dis donc. C'est de la chance quand même. Alors, à Neuilly, sur le même palier que vous, habitez les frères Nakache. Et il y en a un qui vous dit, vous avez un physique de chanteuse. Ouais, c'est les phrases de film, ça. Toi, tu peux faire du show business. Chanteuse. Non, pas encore, justement. Et oui, donc comme c'était mon voisin et que je le voyais sortir son chien depuis des années, je pensais que c'était quelqu'un de bien, donc j'ai commencé à travailler avec lui et ses frères. C'est avéré que ça s'est pas super bien passé, donc j'ai fait un divorce de producteur qui a duré 1 an et qui m'a empêché de chanter pendant 1 an. Pendant 1 an, vous n'avez pas chanté, vous avez profité pour faire de la télé sur M6, mais en expliquant quand même à qui voulait l'entendre que c'était pas le but de votre vie et que c'était juste un passage. C'est l'époque aussi de votre relation avec Prince. Alors, on n'a jamais su ce qui s'est passé, parce qu'un jour, je vous ai posé la question dans un journal, et vous m'avez dit, le premier qui parle doit payer, je ne sais plus combien, 1 000 $ à l'autre, je sais pas, Oui, j'avais une petite amourette avec Prince pendant un moment. Il y a prescription maintenant, de toute façon, on peut en parler. On s'en fout. Oui, c'est fini. Ouais. Il y a eu de nombreux voyages à Minneapolis, en tous les cas. En fait, c'était... j'hallucine de dire ça à la télé. Quel âge, toi? J'étais encore à l'école, j'avais 17 ans, j'étais encore à l'école, hein. Ouais, ça a commencé vachement tôt. Et le vendredi soir, quand je quittais l'école, je prenais l'avion, je faisais Paris, Boston, Minneapolis, et je revenais le dimanche. Ah ouais. Donc il est inutile de dire que les devoirs et les cours, c'était n'importe quoi, mais pas ça. Ça a duré longtemps, ça. Si t'avais eu une aventure avec Galabru, t'aurais pas redoublé non plus, toi. Et après, il y a eu ça. Alors, ça c'était en fait votre 4e essai discographique, et il y avait eu 3 échecs avant, et c'est génial parce que vous dites, finalement au point où j'en suis maintenant, je me suis tellement planté, autant faire ce qui me plaît.
glorifier Dieu. Voilà, c'est l'idée que vous aviez. Et Dieu vous a aidé apparemment, non? Voilà, aide-toi, le ciel t'aidera, ou un truc comme ça, je sais pas, mais j'avais vraiment envie de parler de ça. Je me suis dit, de toute façon, personne, ça n'intéresse personne, Dieu. Enfin, mes copains, quand je leur ai fait lire ma chanson, ils m'ont dit, mais attends, mais n'importe quoi. Et finalement, voilà, c'était la belle surprise et merci. Alors là, c'est un peu le début du délire, parce que vous déclarez à l'issue de ce succès, j'ai toujours eu l'impression d'être prédestiné, bon, jusque-là, d'avoir une boule de feu au-dessus de la tête. Oui, à l'époque, j'avais un peu de mal à m'exprimer. Donc, non, mais c'est vrai, j'ai pas une boule de feu, mais j'avais fait des... Enfin, je peux pas en parler là, mais... Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai fait une séance d'hypnose une fois pour arrêter de fumer. Et c'est avéré que j'ai vu de baiser, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché, mais c'est tant mieux. Et j'ai eu une image comme ça, je voyais les gens comme des boules de feu. En fait, c'était les âmes qui étaient comme des petites boules de feu qui parlaient en faisant de la télépathie, enfin un truc de... Mais on avait l'impression à un moment que vous n'aviez aucune maîtrise de votre carrière, vous faisiez un petit peu tout ce qu'on vous demandait, ou que vous faisiez des choix assez aléatoires. Quand t'es pas connu et que t'en rêves depuis que t'es petit, tu fais n'importe quoi. J'ai dit une fois que j'aurais pu faire une ouverture de prise unique avec un string Panther, j'aurais fait n'importe quoi pour être connu, parce que j'en rêvais, et quand ça a un peu marché, je me suis dit, ma mère me disait tout le temps, profite, parce que ça peut très bien s'arrêter demain. Donc je me disais, putain, vite, oui, alors oui à toi, oui, et je me retrouvais à dire oui à tout le monde, et à faire des trucs qui n'avaient ni queue ni tête. Ce que je ne fais plus aujourd'hui. Et cette histoire avec M6 Solar s'est terminée comment? Comme une rupture de gens normaux, c'est une rupture, il n'y a pas à faire normal, quoi, cool. Ça a duré combien de temps? 5 ans et demi.